Alors, je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Et puis, je voulais faire un webinar un petit peu à part pour qu'on ait un peu plus le temps d'échanger et également de façon à ce que je puisse vous présenter de manière un peu plus détaillée certains éléments que j'ai déjà donnés dans certaines commissions ou notamment dans des interventions parfois à la FIEV ou en dehors de la FIEV. Parce que c'est un travail que nous avons fait avec Lucas et on y a passé beaucoup de temps, puisque c'est la mise à jour d'une étude qu'on avait sortie l'année dernière où on faisait des projections de parc. Et puis nous tout au long de l'année, on prend les nouveaux éléments, on la met à jour, et puis il s'est trouvé qu'il y avait quand même des différences relativement intéressantes entre ce qu'on avait prévu il y a maintenant 18 mois, et cette mise à jour qui date de décembre 2023. Alors, avant d'attaquer précisément les éléments qui nous occupent aujourd'hui, je voulais, comme on a un tout petit peu de temps, vous donner des éléments qui alimentent votre réflexion dans le débat actuel de la transition écologique. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter en avant-première, parce qu'on a une présentation là-dessus qui est complète, mais je pense qu'on la mettra à jour et on vous la représentera dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, on prend les données qui viennent de British Petroleum, qui communique tous les ans un fichier avec peut-être une soixantaine d'onglets dans lequel vous avez énormément d'informations sur l'état de santé de la planète sur le plan énergétique. Alors, on pourrait faire une présentation qui dure 3 heures, mais je vais juste vous montrer quelques slides qui, à mon avis, posent bien le débat. Aujourd'hui, en 2022, alors, la consommation d'énergie, l'unité, c'est les joules, les exajoules. Alors, c'est pour les spécialistes, un peu pour les ingénieurs. Moi-même, on s'est pas mal dépatouillé avec ça pour comprendre de quoi ça traitait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, une exajoule, c'est à peu près 278 TWh, et un TWh, c'est 1000 gigawattheures. Bon, peu importe l'unité. L'important, si vous voulez, c'est que là, on commence en 1965. Alors, c'est la consommation énergétique, toute activité confondue, on y reviendra après, de la planète. Vous voyez qu'on était en gros à 150 hexajoules en 65 et qu'on est aujourd'hui à 604 en 2022. Donc, c'est une droite quasiment. Et vous voyez qu'à part quelques moments qui correspondent à la crise Covid, à la crise de 2009, il y a une petite inflexion, mais globalement, la planète, elle a toujours consommé, elle a toujours eu de plus en plus besoin d'énergie. Si je vous trace une perspective à horizon 2050 et que je prends le taux de croissance annuel moyen enregistré entre 2012 et 2022, qui est de 1,4%, ça veut dire que si on reste avec uniquement ces données, on sera à 892 hexajoules en 2050. C'est-à-dire une augmentation d'à peu près 47% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc vous voyez que, alors là, il faudra vérifier à l'avenir si aujourd'hui, si on peut faire ça, parce qu'évidemment, le taux de croissance annuel moyen, il se modifie en permanence au fil du temps. Peut-être qu'on va trouver des moyens qui font qu'on mettra moins d'input pour avoir toujours autant d'output en termes d'énergie et que finalement, on pourra satisfaire nos besoins énergétiques avec moins d'intrants. Et on verra lesquels après, peut-être. En tous les cas, on n'est pas aujourd'hui dans un monde où la demande d'énergie baisse. Vous savez tous qu'aujourd'hui, on est à 102, 103 millions de barils par jour. Et globalement, ne serait-ce que pour parler du pétrole, c'est une des composantes, on a une demande d'1,5 million à 2 millions de barils par jour en plus chaque année. Bon. Juste, dernière info là-dessus, la France, c'est 1,4% des besoins énergétiques de la planète. Et l'UE, plus le UK, plus l'AELE, donc l'AELE, c'est la Suisse, l'Islande, et puis, je crois, la Norvège, ou je ne sais jamais, ça fait 11,7%. Vous voyez, l'Europe, on compte quand même globalement pour peu. Comment en est-on arrivé là? Là, je vous ai mis quelques grandes zones, depuis donc 65 jusqu'à 2022, où vous voyez les besoins énergétiques. Donc, on est tous partis en 65 avec un niveau qui était très faible pour ce qui est de l'Amérique latine et pour ce qui était de la Chine. À l'époque, les grands pays, c'était le Japon, l'Europe et les États-Unis. On voyait qu'on était à peu près à 40-50. Les États-Unis étaient à peu près à 52-53 hexajoules en 65. Ils sont aujourd'hui, ils flirtent avec les 95-96.
Nous, l'Europe, on était à peu près comme les Américains jusqu'en 86. Et ensuite, on a un peu décroché, on consomme moins d'énergie, pour des raisons qu'on verra après. Et qui font qu'aujourd'hui, si vous regardez, depuis une quinzaine d'années, l'Europe baisse en termes de besoins énergétiques. Une des raisons qui font qu'on a multiplié par 4, comme je vous l'ai montré précédemment, les besoins énergétiques de la planète, c'est évidemment la Chine. Vous voyez que la Chine, ils ne consommaient quasiment rien. Ils étaient à 5 hexajoules en 65. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont passés à 42 hexajoules en 2000 et aujourd'hui, ils sont à 159. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, la Chine a multiplié par 4 ses besoins énergétiques. Alors, ce n'est pas du tout le seul pays qui explique la forte croissance des besoins énergétiques de la planète, mais c'est évidemment celui qui a l'évolution la plus spectaculaire. Quand on regarde en 2022 la consommation d'énergie, là, vous avez une représentation avec des bulles. Chaque bulle possible représente... de poser une question? Oui, bien sûr. Ouais, sur le slide précédent, en fait, la question que je me posais sur la Chine, ces besoins d'énergie sont pour faire tourner des usines en Chine qui livrent des produits de plus en plus en Europe et aux US. Est-ce qu'il n'y a pas un petit biais sur la consommation Europe et US Ah, mais bien sûr. Ouais, on est Absolument. d'accord. Absolument. Alors, moi, je l'avais estimé il y a de ça quelques années, à peu près à 20-25%. D'accord. Peut-être que c'est plus aujourd'hui, il faudrait voir. Mais effectivement, le fait d'avoir fait de l'usine, enfin, oui, de la Chine, l'usine du monde, a accru, évidemment, ses besoins énergétiques. Ça, c'est tout à fait vrai. OK. Alors, si vous regardez en 2022, vous avez voilà, une représentation avec les proportions, et vous avez le montant en hexajoules à côté pour chacun des pays. Alors, vous voyez, par exemple, les États-Unis, c'est 95,9. L'Europe, c'est 70, la Chine, c'est 159. Mais vous voyez qu'à côté, vous avez des pays comme l'Inde qui ne sont qu'à 36, et je rappelle que l'Inde, il a 200 millions d'habitants de plus que la Chine, et qu'aujourd'hui, ils sont sur une tendance de croissance de 6 à 7%, 7%, 8% par an. On a le reste de l'Asie-Pacifique qui fait 51, qui est quand même pas très loin de ce que fait l'Europe, aux 2 tiers, et notamment lié à l'ASEAN. On a le Japon qui... On a évidemment le Japon, la Corée, l'Afrique qui ne pèse que pour 20 hexajoules, hein, sur un total de 605. Et là, certainement qu'on va avoir une très, très forte croissance parce que vous savez que les projections de population font état, projection de l'ONU, de 2,5 milliards d'habitants en Afrique en 2050. Et peut-être, alors là, il y a beaucoup d'hypothèses, hein, mais il pourrait atteindre les 4 milliards d'habitants en 2100. Donc, il est évident que du côté de l'Afrique, on va avoir une très forte croissance des besoins énergétiques. Et ce qui est très... On vous entend plus. Le micro est coupé. Allô? Oui. Merci, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Pourtant, j'ai touché à rien. On est peut-être sur écoute. Il faut se méfier. Donc, le nez bouché plus le micro coupé, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, oui. Bon, alors écoutez, je vais essayer de parler un peu plus fort, si j'arrive. Alors, en bas à gauche, vous avez un camembert qui représente la consommation mondiale d'énergie et le part des différentes énergies. La part, pardon. La première, c'est le pétrole, 32%. Donc, avec ces éléments-là, vous faites tout fonctionner. On est bien d'accord, hein. C'est-à-dire que vous faites fonctionner des camions, des avions, vous vous chauffez, vous alimentez votre industrie, vous créez de l'électricité, on va le voir après. C'est tout ce dont on a besoin qui est consommé directement ou indirectement sur la planète. 32% de la consommation, elle est liée au pétrole. 23% au gaz naturel. Le charbon, c'est encore 27. Hein, c'est des chiffres qui sont impressionnants parce que nous, on n'a quasiment plus de charbon en France. Même en France, on n'en a plus depuis très longtemps et en Europe, on en a encore du fait de l'Allemagne et de la Pologne. Mais 27% au niveau mondial. Et puis ensuite, vous avez, je crois que c'est le nucléaire qui fait 8%. L'hydroélectricité qui fait... Le nucléaire, c'est 4. Alors, le nucléaire, c'est 4. L'hydro, c'est 7.
Et les renouvelables, ce n'est que 8%. Hein. Donc voilà, quelque chose dont on nous parle tous les jours, qui sont une réalité, mais qui aujourd'hui ne procurent que 8% des apports énergétiques dont la planète a besoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, la planète, elle a encore augmenté sa consommation d'1,1%. Donc on est toujours, chaque année, on est encore dans cette phase où on a des besoins énergétiques qui sont croissants. Maintenant, je vous fais juste une petite photo des besoins énergétiques pour fabriquer de l'électricité. Alors là, c'est quand même très intéressant parce que globalement, la production d'électricité de la planète, c'est 29 165 TWh, donc plus 2,3%. Là, vous voyez qu'on consomme de plus en plus et le taux est beaucoup plus fort. Et vous voyez que l'électricité sur Terre, eh bien, elle est créée peu avec le pétrole, que 3%. Pas mal avec le gaz naturel, 22%. 36% d'électricité est fabriquée avec du charbon. 9% seulement avec du nucléaire. Des barrages hydroélectriques, c'est quand même bien 15%. Et du renouvelable, 15%. Donc la production de renouvelables est de 15% dans l'électricité. Et alors, j'ai regardé, on ne le voit pas parce que c'est écrit en dessous, 29 165 TWh, ça correspond à 105 hexajoules. Bon, peu importe, je vous le dis, dans la version normale, vous l'aurez. C'est-à-dire que 17,4% des besoins énergétiques de la planète sont pour l'électricité. Voilà, c'est la part de l'électricité sur Terre. Sur les 604 hexajoules, vous en avez 105 qui sont attribués à l'électricité. Alors, en 2000, alors là, on a une petite photo qui est bien aussi à avoir à l'esprit, qui est responsable de l'émission de CO2. Alors, le CO2, il provient de toute l'activité humaine, évidemment. Et là, je vous ai fait une petite projection de 90 à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est les rejets de CO2 cumulés. Là, vous voyez que les États-Unis, c'est à peu près 18%. L'Europe, c'est 13,4%. Je crois que la France, c'est 1,1%. Mais déjà, le premier pays, même en cumul de 90, où ils étaient inexistants, enfin, où ils étaient très faibles en rejet, la Chine, est déjà à 22,3%. Et vous voyez que la part augmente sur le Moyen-Orient, sur l'Inde, sur l'Asie-Pacifique, parce qu'évidemment, ces pays bénéficient d'une croissance économique très forte depuis les 25-30 dernières années. Donc, c'est quand même bien de savoir que l'Europe, finalement, même en s'étant industrialisée, etc., si on regarde depuis 90 à aujourd'hui, c'est-à-dire sur 32 ans, on n'a fait que 13% des émissions de CO2 de la planète. Si on prend une photo maintenant, en 2022, qui est plus intéressant, puisqu'on ne peut plus tellement agir sur le CO2 qu'on a rejeté il y a 30 ans. En revanche, en 2022, alors, on a rejeté, alors, on ne le voyait pas, mais dans la slide précédente, ça représente 1 milliard de tonnes de CO2, c'est ça? La somme. 1 milliard de millions. Non, c'est pas ça. Je l'ai marqué en dessous, mais on ne le voit pas. Parce qu'à chaque fois, on s'y perd. C'est pas très important. Oui, on a 1 million de tonnes. Voilà, c'est ça. On a rejeté depuis 90 1,43 million de tonnes. 1 million de millions de tonnes. Vous voyez? 1 million, vous multipliez 1 million par 1 million de tonnes. Ça doit faire effectivement des milliards. Alors, si on regarde en 2022, là on prend une photo instantanée. En 2022, la consommation, elle a été de 39 000 tonnes de CO2 sur une seule année. Donc 1,9% en plus qu'en 2021. Et là, regardez, le rejet de CO2, à elle toute seule, alors on n'a pas mis de pourcentage, mais il est facile à calculer, la Chine, elle fait plus que les États-Unis, que l'Europe, elle fait quasiment à peu près comme les États-Unis, le reste du Pacifique et l'Europe. Donc la Chine aujourd'hui, 11 sur 39, ça doit faire quoi? 26-27% des rejets, 30% des rejets de CO2, oui c'est ça, 30,2% des rejets de CO2 en instantané. Donc aujourd'hui, évidemment,
Et à côté, on vous a mis un petit chiffre. Alors, en rouge, ça montre que globalement, entre 2012 et 2022, la tendance en Europe, c'était à moins 1,4% tous les ans, comme je vous l'ai montré dans le premier graphique. C'est également le cas aux États-Unis, même si c'est plus lent. C'est le cas au Japon, c'est le cas en Corée du Sud, c'est un tout petit peu le cas en Russie, c'est même le cas au Brésil et dans le reste de l'Amérique latine. Donc globalement, on est sur des tendances où on rejette moins de CO2. En revanche, la Chine, elle est à plus 1,6%. L'Iran à 2,3%, la Turquie à 2,6%, au Moyen-Orient à 1,3%, l'Inde 3,6%. L'Inde, énorme l'Inde. Ils sont dans une croissance des émissions de CO2 qui est extraordinaire, l'Inde. Vous avez l'Afrique, plus 1%, et ce n'est qu'un début, et l'Asie-Pacifique, plus 1,9%. Donc là, on voit très clairement qu'aujourd'hui, la problématique CO2, c'est globalement, en très grande majorité, une problématique qui, nous, Européens, et je ne parle même pas des Français, parce qu'on compte vraiment pour très peu dedans, est une problématique qui est dans les mains en fait, du continent asiatique, et demain, probablement aussi, ce sera le cas du continent africain. Plus tellement chez les anciens, chez les vieux pays industrialisés. Alors, si on fait une projection pareille des rejets de CO2 avec les éléments que je viens de vous fournir, c'est-à-dire la baisse continue, notamment de l'Europe, qui est de 1,4% sur les 10 dernières années, eh ben, l'Europe, elle pesait 20% des rejets de CO2 en 90. Elle pèse 8,6 aujourd'hui. Et demain, si la tendance se confirme, on ne pèsera plus que 4,1% des rejets de CO2, certes dans une planète où le rejet de CO2 devrait être sensiblement supérieur. Parce qu'on a vu qu'au début, on avait 45-47% de croissance des besoins énergétiques si on continue sur notre tendance. Vous voyez ? Donc l'Europe en 2050, et pourquoi j'ai pris 2050 ? Parce qu'évidemment, tous les jours, on vous parle du fameux agenda 2050. Tout ça pour rappeler, avec des chiffres qui sont donc des chiffres qui sont, à mon avis, complètement, parfaitement vérifiables et qui font foi, que notre part, même si demain on arrive à ne plus du tout rejeter de CO2, on va gagner 4% pour 2050, on ne gagnera pas beaucoup plus pour la planète. Parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir un apport négatif du CO2. Je ne pense pas qu'on puisse réintégrer du CO2 dans un pays. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Moi, je trouve ça très intéressant parce que vous voyez que nous, aujourd'hui, on nous dit, et notre industrie subit quand même une transformation et un choc énorme, comme elle n'en a jamais subi. Et l'argument qu'on nous sert en permanence, c'est les amis, il faut sauver la planète. Donc déjà, on voit qu'au niveau de l'Europe, on est complètement marginaux en termes de rejet de CO2. Et je préférais ne même pas vous donner les chiffres de la France, parce que là, on est vraiment un pouillème. Et pour quantifier un peu ça, le président Cham m'avait donné, il y a de ça quelques mois, il m'avait donné un livre qu'il avait trouvé intéressant et à très fort juste titre, qui est un livre sur le réchauffement climatique, écrit par Michel Vieillefours, qui est un polytechnicien et un aérosup, qui a travaillé au CNES pendant des années. Et il a travaillé avec une équipe de très grands spécialistes pour calculer et comprendre les différences de température qu'il y avait sur toutes les zones de la planète, notamment avec des satellites. Alors, c'est un livre qui, franchement, est assez technique. Je pense l'avoir pas trop mal compris, mais j'ai dû le relire 10 fois, parce qu'il y a des passages où c'est vraiment ardu. Il fait vraiment référence à des notions qu'on n'utilise jamais, nous, dans notre quotidien. Mais si vous résumez, si je vous sors la substantifique moelle du livre, ce que nous dit Michel Vieillefours, et j'ai regardé son parcours, c'est vraiment quelqu'un dont on peut avoir complètement confiance pour ce qui est de la probabilité de ses travaux scientifiques. Il nous explique qu'entre 1960 et 2020, la planète, la température moyenne de tous les points sur la Terre a augmenté de 0,9 degrés. 0,9 degrés en 60-2020, en 60 ans. Et lui et son équipe, ils ont quantifié les raisons de cette augmentation des températures sur Terre. La première raison, il explique 0,46, ce n'est pas des pourcents, ce sont des degrés, c'est la déforestation. Deuxièmement, c'est l'urbanisation. Pardon. Et surtout l'urbanisation, en fait, dans le tiers-monde, et notamment l'urbanisation anarchique des bidonvilles, qui reflètent très très mal les rayons du soleil, et qui font en fait, ça fait un effet cocotte-minute, en fait, si vous voulez. Donc l'Europe n'est pas touchée par ça.
Et le rejet de CO2, c'est 0,21 degrés. Le reste, c'est très peu le méthane. L'ozone troposphérique, très très peu. Puis ça, là, on n'a pas la main là-dessus. L'ozone stratosphérique, n'en parlons pas. Et il y a même le soleil et les chaleurs enfouies des océans qui ont refroidi un peu la planète, qui jouent négativement, pour notre bonheur. Donc, la partie CO2 dont on nous parle en permanence, c'est 23,3%. 0,21 divisé par 0,9, ça fait 23% des motifs. Le CO2 est responsable de 23% de la variation de température sur Terre. De CO2. Donc, si je ne me suis pas trompé avec ma petite calculette, si je reprends les chiffres que je vous ai donnés avant, où l'Europe, qui est aujourd'hui, elle a été responsable, c'est vrai, de 13,3% des rejets de CO2 entre 90 et 22. Très bien. Mais aujourd'hui, si on prend les données, alors j'ai mis 21, mais en fait c'est 22, je modifierai, bah, l'Europe, elle a quoi? Elle rejette, elle est responsable de 8,3% des rejets de CO2, 8,3 d'instantané maintenant. Si on part du principe que il n'y a que 23% du CO2 qui augmente la température, ça veut dire que si vous faites 0,23 multiplié par 8,3%, ça fait 1,93%, si je ne me trompe pas. Ça veut donc dire que l'Europe, aujourd'hui, elle est responsable de 1,93% de l'accroissement des températures sur la planète, si on prend les données qu'on avait entre 60 et 2020. Si là-dedans, on dit, et ça on le sait, on est certain, que le transport est responsable de 25% des rejets de CO2, en gros, après c'est 25% de transport, 25% l'industrie électrique, 25% le chauffage sur cette terre, et que le VP il fait 60% du transport, on en arrive aux chiffres astronomiques où les véhicules particuliers en Europe, du fait de leur consommation d'essence, ne sont responsables que de 0,29% de l'accroissement des températures. C'est-à-dire que là, je fais 2,16. En fait, je vais vous remettre parce que j'avais pris les données 21. C'est 1,93 multiplié par 25 multiplié par 60. Puisque le VP, il fait que 60% de 25%. Donc, on en arrive à un taux, à une responsabilité du véhicule particulier en Europe. Là, encore une fois, je ne vous prends pas la France, parce que si vous mettez la France, c'est quasiment invisible, qui est quand même très, très faible. Et qui est lié au fait, d'abord, que les rejets de CO2 en Europe représentent que 8% des rejets de la planète. Et là-dedans, le transport, c'est 25%, et le véhicule particulier, c'est 60% de 25%. Vous voyez? C'est quand même, moi, c'est un chiffre, je ne peux pas ne pas vous le donner. Alors, je ne vais pas transformer la réunion en une réunion politique, parce que là, je dirais qu'on sort un peu du cadre qui est le nôtre, mais quand je vois ça, je me dis, mais attendez, certes, je comprends tout ce qu'on nous dit, la nécessité d'eux, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que dans tous les domaines, dans l'habitat, dans la voiture, partout, on mette des contraintes qui vont coûter des fortunes pour finalement, quoi qu'on fasse, même si on y arrive, on va avoir un gain qui, pour la planète, va être très, très faible. Du fait, déjà, du fait que l'Europe est déjà le très bon élève en matière de rejet de CO2. Alors évidemment, si tout le monde s'applique les mêmes normes partout, ça va beaucoup baisser. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça sera certainement l'objet d'une réunion future qu'on va faire parce que j'ai regardé attentivement ces derniers temps quels sont les objectifs des différents continents en termes de baisse. Ils ne sont pas du tout les mêmes. L'agenda d'être neutre carbone en 2050, il n'y a qu'en Europe qu'on l'a aujourd'hui. Bon, on y reviendra, je ferme la parenthèse. Là, je vous présente juste trois graphiques pour vraiment clore le sujet là-dessus et embrayer sur ce qui nous occupe. Ça, ce sont des données qui sont issues de travaux qui sortent en permanence de l'Agence internationale de l'énergie, que je lis de manière très attentive parce qu'ils sont très, très intéressants. Je vous l'ai déjà dit, ces travaux, en fait, c'est écrit, il y a un document qui s'appelle l'énergie, technologie, perspective, mais ils sortent très régulièrement des documents. Bon, c'est très lourd, ça fait entre 100 et 300, 400 pages. C'est écrit par à peu près 250, 300, 400 personnes, qui sont tous des spécialistes, généralement des universitaires, plus une armée d'homologues qui travaillent chez BP, chez Total, etc. Donc, on peut vraiment... c'est vraiment un document qui fait foi. En 2021, vous voyez, voilà le monde aujourd'hui. À gauche, vous avez des zones ou des pays. Asie, Eurasie, Chine, Europe. Et vous avez globalement ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire le pétrole,
qui est en violet, le charbon, qui est en noir. Alors là, je vois mal, parce que quand vous étirez l'image, on le voit très mal. Mais en gros, vous avez les fameux 75% d'énergie dont a besoin la planète, qui viennent du gaz, du pétrole et du charbon, qui sont utilisés, une partie, vous voyez, dans le building. Alors, il y a quand même du renouvelable, hein, évidemment, il y a différents éléments, hein, et c'est utilisé dans le building, dans l'industrie, dans l'électricité, bah, c'est ce que je vous ai dit, beaucoup de charbon pour l'électricité, le transport, etc. Ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Donc, une planète, bah, c'est la photo que je vous ai montrée avant. Ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que voilà l'objectif. L'objectif, on est en 2022, c'est d'avoir une planète qui, historiquement, vous voyez, elle a du charbon, elle consomme du pétrole, etc., du gaz. Vous voyez que c'est 73% en 2022 des besoins énergétiques de la planète. Eh bien, d'ici 2030, on va réduire, on va faire l'inverse, en fait. On va aller vers 80% d'énergie verte, renouvelable ou nucléaire. Donc, sans émissions de CO2. Donc, en l'espace de 30 ans, le 80-20, on doit l'inverser. Presque. J'exagère un tout petit peu. C'est le défi qui nous attend. Ça, c'est le scénario pour être neutre, voilà, que les pays doivent s'assigner. Alors, quand on regarde, par exemple, ça, je vous laisse parce qu'on voit en fait les besoins énergétiques des différentes industries. Hein. Précédemment, je vous avais donné l'industrie globale. Là, vous avez les voitures. Vous voyez, les voitures, bah, on est évidemment avec de l'essence et du diesel, donc forcément du pétrole. Vous voyez, une grosse partie, à quoi sert le pétrole aujourd'hui? Bah, il est utilisé dans les voitures, dans les camions, un peu dans les trains, pas trop chez nous, les bateaux, les avions, vous voyez le pourcentage, les autres transports, et puis une partie part pour la chimie. Si vous prenez le charbon, que fait la chimie? Bah, le charbon, il y a une énorme quantité de charbon qui part pour fabriquer de l'acier et qui part dans les aciéries, un peu pour la chimie, pas mal dans le ciment et dans d'autres industries. Bon. Ça, c'est la photo, je vous laisse regarder, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a même une grosse partie du charbon qu'on utilise pour fabriquer de l'hydrogène, qui est transformé. L'objectif, en 2050, et ben le voilà. C'est qu'en 2050, toutes les industries, et vous voyez qu'il y a les automobiles, ben vous regardez maintenant l'automobile, Cars à droite, il n'y a plus du tout de trait de pétrole, il y a un tout petit filet de pétrole violet là, mais il n'y a pratiquement que du jaune. Et le jaune, c'est quoi? Bah, c'est du solaire. Alors, c'est du solaire, c'est de la bioénergie, c'est du renouvelable, c'est tout le truc où il y a une barre là qui est transformée et qui est transformée en électricité, en gros. Ça veut dire que là, très clairement, dans leur schéma, en 2050, l'automobile, il n'y aura plus que des voitures électriques sur Terre. C'est ce qu'il faudrait. Voilà l'objectif. En partant du point où on est et en partant du fait que vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a des pays, notamment l'Inde, qui fait 3,6% de rejet en plus de CO2 par an, qui a un énorme besoin énergétique, 2,5% par an. Et il y a 1,5 milliard d'habitants en Inde, même 1,6 milliard. Vous voyez? Alors, quand vous lisez les rapports de l'IEA, qui sont très bien faits, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, vous avez 40-50 pages au début, c'est la ligne, c'est l'orientation, j'allais dire idéologique. C'est le souhait, c'est l'orientation du parti. Et puis après, comme c'est fait par des gens sérieux et qui maîtrisent bien leur sujet, vous avez 300 pages où on vous met en garde contre tout ce qui pourrait advenir, qui pourrait contrarier ce magnifique scénario. Et là, je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent le contrarier. Donc, je vous dis ça pour vous dire quoi? Bah, on apprend chaque année, on regarde où on en est et comment on évolue, mais il est clair qu'il y a des courants défavorables, il y a des courants contraires face à cet objectif louable, mais très ambitieux. Je ferme la première partie, on en reparlera, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de vous donner ces éléments parce que quand on écoute un peu tous les grands médias, on a l'impression que la planète, que si on n'arrête pas de sortir, de consommer du CO2 et de le rejeter, on va tous mourir dans les semaines et dans les années qui viennent, et notamment en Europe. Mais en Europe, en fait, aujourd'hui, même si le CO2 il compte bien pour 23% dans l'augmentation des températures, bah, l'Europe, on est complètement en dehors, j'ai envie de dire, du schéma, parce qu'on pèse beaucoup moins. Et le défi, bah, il va se faire avec l'Asie, il va se faire avec l'Afrique, hein, Chine, parce que la Chine n'a pas terminé de consommer.
notamment l'Inde, et puis demain l'Afrique. Bon. Alors là-dedans, nos perspectives de parc. Je vais aller vite, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Le parc automobile. Alors pourquoi on s'est posé cette question? Parce que pour plein de raisons. D'abord, la grande raison, et je vais faire une autre réunion d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, parce que c'est la première partie de l'étude que je vous présente là, mais en fait, on a fait cette étude avec Lucas, parce que dans le cadre de la commission aftermarket, je fais des prospectives de vente de pièces détachées sur le marché de la rechange. Marché total, c'est-à-dire rechange constructeur, rechange indépendante, avec tous les canaux que vous connaissez, concessionnaires, agents, la rechange indépendante, les centres auto, les MRA, avec le plat de spaghettis qu'on connaît. Et là, nous, on a une cinquantaine de produits, même plus, on en a une soixantaine, avec par exemple, le premier marché, c'est le freinage. Dans le freinage, on a 7-8 familles de produits. Le premier, c'est évidemment les plaquettes, les disques, etc., les étriers. Bon, bref, on va jusqu'au liquide DOT. Donc, nous, on essaye de quantifier en volume et en valeur comment on va évaluer notre marché de la rechange et par canal de distribution. Mais pour faire ça, puisque moi, là, j'applique en fait, j'ai besoin du parc, j'ai besoin d'évaluer le parc chaque année et de savoir. Alors, le parc, c'est quoi? C'est là où c'est assez compliqué à faire. C'est que le parc, vous voyez, je vous ai fait ce graphique qui est un peu barbare, mais qui en fait est très simple. C'est un machin pour lequel on prend une photo tous les ans. Vous avez en gros des voitures qui rentrent dans l'année. Les voitures qui rentrent, c'est les nouvelles, c'est les IMAT et les véhicules importés, quel que soit leur âge. Il y en a. Alors aujourd'hui, la France, on est plutôt un pays qui exporte des voitures. C'est étonnant, parce que pendant 25-30 ans, on avait un solde qui était négatif, c'est-à-dire qu'on importait. Certainement du fait des mandataires, certainement du fait aussi, bon voilà, les Français qui revenaient en France, etc., revenaient avec leurs voitures, parce que souvent c'est des voitures qui étaient immatriculées en Europe avant. Là, on est dans un élément plutôt inverse. Bon. Et puis il y a des sorties, et les sorties, c'est quoi? C'est des véhicules qui soit sont exportés de France, bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est 150, 200 000 voitures par an, soit surtout, c'est 2 millions de voitures qui sont globalement mis au rebut. Et entre les deux, alors si je prends le parc 22, vous voyez, nous, pour simplifier les choses, on a considéré que le parc, il est constitué de voitures qui avaient entre 1 et 30 ans. Donc le parc de 22, c'est des voitures qui ont date de 2022, qui sont neuves, qui ont été achetées dans l'année, jusqu'à des voitures de 93. Je n'ai pas considéré avant les véhicules de, comment on appelle ça, là, de collection, de ces trucs-là. Il y a 400-500 000 voitures en plus, mais je ne les ai pas pris. Ça veut dire qu'en 23, c'est pareil, on fait en fait 30 années glissantes. Et donc, moi, pour 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, quand je vais estimer mon parc pour ces années-là, il va notamment falloir que j'estime les IMAT, parce que je ne les ai pas, les IMAT. Hein. J'ai aucune idée des IMAT de 28, 27, 30, etc. Alors, l'idée, on est parti de quoi? On est parti de pas grand-chose, parce que moi, on n'achète pas le fichier des SIV, on n'a rien du tout. On prend simplement la photo du parc qui est communiquée par le ministère, et qui communique tous les ans. C'est une photo où on nous donne la répartition du parc par classe d'âge, mais pas par âge, c'est des paquets. 0,4 ans, 5,9, hein, 10, 14. On nous donne un autre fichier, on nous met le carburant, mais on nous dit pas, j'ai pas par exemple le croisement. J'ai pas les voitures qui ont entre 5 et 9 ans et qui fonctionnent à l'essence. Évidemment, ce serait trop simple. Et puis il y a un autre fichier où on nous donne le critère. Et, alors le critère, c'est un peu plus facile parce qu'avec le critère, j'arrive un peu plus à me retrouver et à savoir quel est l'âge globalement de la voiture. Mais là aussi, c'est un fichier complètement à part. Donc nous, à partir de ça, à partir de cette photo de parc, on a bâti un système qui nous permet déjà de réestimer de manière beaucoup plus fine le parc 21, c'est-à-dire par année, pour chaque véhicule, sur les 0, là, les 30 années, là, le glissement. Donc on a bâti âge par âge, combien il y a de véhicules qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, combien roulent au diesel, à l'essence, à l'électrique, et évidemment leurs critères. Et on a réussi à avoir un âge moyen qui est exactement celui que nous communique le ministère. Donc on s'est dit, là, on doit être pas mal. Et à partir de ce fichier, on est parti faire des anticipations pour les 7 ans qui viennent. Alors, comme je vous l'ai dit, pour anticiper ce qui va se produire pour les 7 ans qui viennent sur le parc, la première variable, c'est les voitures neuves. Donc là, moi, j'ai pris 3 hypothèses. Une obligatoire, qui est la ligne du parti, hein, comme je dis souvent, c'est l'hypothèse 3. C'est-à-dire que pour qu'on n'ait plus une seule voiture vendue qui soit thermique en 2035,
Ça veut dire à peu près qu'il faudrait qu'on ait en 2030 au moins 59, j'ai mis 59, mais c'est 60% des véhicules vendus en France qui soient électriques. Donc ça fait une progression. On a réfléchi avec Lucas, on a fait des tas d'hypothèses, je ne vous dis pas ce qu'on a pour essayer de trouver quelque chose. Donc on a mis 16, 20, 24, 29, vous voyez, on monte petit à petit. Le corollaire de ça, c'est que le véhicule thermique essence, qu'il soit hybride, l'hybride, je le mets dedans, il baisse, il fait 74% des ventes aujourd'hui, hybride. Avec l'hybride essence, il serait plus que 38% en 2030. Et dans tous les cas de figure, donc en hypothèse 1, 2 et 3, on a mis un diesel qui part de 10% aujourd'hui et qui atterrit à 3. Donc on est parti, on ne s'est pas compliqué que le diesel. On a dit globalement, diesel, on va lui retirer 1 point de part de marché tous les ans. Il y en aura toujours pour les gros rouleurs. Et voilà. Ça, c'est la ligne du parti. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être dans les clous de l'objectif 2035, qui lui-même, je vous le rappelle, c'est pour ça que je vous ai mis la première partie, est totalement corrélé aux injonctions de CO2 dont je viens de vous parler. Hein. Et je dirais, pour accroître notre vision sur ce qui va se passer, on a fait 2 autres hypothèses qui, à mon avis, sont les plus réalistes. Une, qui ne va pas plaire à ceux qui sont des fervents défenseurs de l'objectif alloué par l'Europe, c'est la première où là je dis, imaginons que ça rate complètement. C'est-à-dire que oui, on a certes une flopée de modèles électriques qui arrivent. En gros, il y en a une trentaine, une quarantaine de plus chaque année, donc on va avoir une offre fantastique. On a les bornes, on suit ça dans l'Observatoire des marchés avec Clotilde, tous les 2 mois, vous avez les données, on a 118 000 bornes, etc. Mais bon, ça reste un véhicule cher, on nous dit qu'il sera moins cher, mais peut-être qu'il ne le sera pas, parce qu'on vous avait déjà annoncé la parité entre un véhicule du segment C électrique et un véhicule thermique en 24, et on ne l'a pas. Donc là, je suis très prudent, et je dis en 2030, on n'aura pas 60, on aura 30%. Et on croit tout doucement. Alors là, ça veut dire que on a toujours beaucoup de véhicules thermiques, essence, hybrides vendus, 67% encore en 2030. Et puis on a le diesel qui, dans tous les cas de figure, lui, s'écrase à 3%. Et puis on a fait une hypothèse, évidemment, vous l'avez deviné, intermédiaire, où on finit les ventes ou la part des ventes de véhicules électriques en 2030 serait de 45%. Donc là, avec une croissance relativement forte, je pense, après, on va en discuter, mais moi, je serais de l'avis de dire que si on est déjà dans cette hypothèse 2, on sera déjà pas mal. Ça sera déjà, je pense, une bonne réussite. Si on arrive à avoir 45% à peu près de voitures vendues 100% électriques en France en 2030, je pense que ça peut déjà être un score qui est intéressant. Donc ça, c'est pour la partie, c'est ce qui rentre dans mon parc. Pour les VP, ça, c'est ce que je vous ai dit pour les VP. Pour les VUL, je n'ai pas voulu me compliquer la vie. Je n'ai pas fait 3 hypothèses. Là, je vous en ai fait qu'une. J'en ai parlé avec des gens de chez Renault. Eux, ils ont des hypothèses assez différentes. Moi, je vois là une croissance relativement rapide, surtout à partir de 2025, des VUL électriques. Vous voyez, on a 7,5% des ventes en 2023. J'étais prudent encore cette année, on a mis 12,5, et puis après on passe à 17,5, 25, et on finit à 67%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui vous livrent, il y a un énorme usage pour ces véhicules qui est fait par toutes les messageries. Les messageries, elles vous disent toutes maintenant qu'elles vont vous livrer 0 CO2, hein, Amazon et autres. Il y a une politique qui va vraiment être coercitive. Les places de parking sont pour tous les entrepreneurs, pour tous les places de parking gratuites quand vous avez un véhicule, ça vous évite de vous prendre 3 prunes par jour, parce que c'est à peu près ce qui se passe quand vous êtes plombier, que vous travaillez dans une ville comme Paris. Et puis surtout parce qu'il y a pas mal de bornes maintenant, et il y a tous les centres qui s'équipent, notamment les centres de messagerie, mais pas que. Et moi, je disais, le seul frein, parce que déjà économiquement aujourd'hui, on a fait avec Lucas, on s'est projeté dans la peau d'un entrepreneur en regardant les offres, elles sont déjà très intéressantes. Franchement, aujourd'hui, vous êtes dans la maçonnerie ou dans des métiers où il vous faut un utilitaire. Si vous avez une recharge pas trop chère, il y a déjà un intérêt économique à passer à l'électrique dès aujourd'hui. Ce qui fait que les gens n'y vont pas, c'est la recharge. Il ne faut pas que je recharge chez moi, je n'ai pas ce qu'il faut, etc. Donc c'est ça qui est en fait. Mais économiquement, à la différence de ce qui se passe dans les véhicules particuliers, il y a un intérêt économique. Et je pense que c'est ce qui va quand même accélérer les ventes de BEV chez les VUL, parce que le calcul, il est purement économique. Hein. Il est certes la praticité, mais il y a beaucoup d'économies. C'est un outil, c'est un coût pour l'entrepreneur, et voilà. Donc là,
on assisterait à une baisse progressive du diesel. Le diesel, c'est encore 84% des ventes aujourd'hui, hein, dans le VVL. Il ne serait plus qu'à 32, 33, un tiers encore en 2030. Et puis l'essence, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a 8 aujourd'hui, je la vois carrément disparaître parce que l'essence, ça n'aura pas de sens de prendre un VUL à l'essence, il vaut mieux prendre un électrique si vous quittez votre diesel. Voilà les hypothèses. Alors, je vous les ai maintenant quantifiées pour les VP et les VUL. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois qu'on a établi quelle était la part des véhicules électriques que l'on projette à 2030, c'est un pourcentage que je vous ai donné, bah, il faut essayer d'estimer le volume du marché, parce qu'on va appliquer un pourcentage à un volume. Et là, moi, j'ai fait 4 hypothèses. Alors aujourd'hui, on est à 1,7, 1,775. C'est un niveau très bas, hein, quand même, du marché VP. En gros, si vous prenez tous les prévisionnistes ils font toujours un peu rire, parce que quand le marché est très fort, ils imaginent que ça va monter au ciel. Et quand le marché est faible, bah, ils se calent sur le fait que le marché soit très faible. Donc aujourd'hui, si vous prenez beaucoup de prévisionnistes, des gens comme Standard & Poor's et autres, ils ont calé, eux, dans leurs prévisions, un marché du VP à 1,8 million jusqu'en 2030. Je trouve cette hypothèse, à mon avis, beaucoup trop basse. Donc j'en ai fait 3 autres. Une hypothèse où le marché il monte à 1,9 cette année et il se maintient à 1,9. Une autre où il monte à 2, donc 100 000 de plus en 2025, et il se maintient à 2. Et une hypothèse un peu folklorique, qui est la courbe rouge, où le marché continue de croître et il arrive jusqu'à 2,4 millions de véhicules neufs. Alors, vous allez me dire, il est tombé sur la tête. Mais en fait, la courbe rouge, c'est celle que l'on devrait connaître quand on a eu, comme c'est le cas aujourd'hui, 3-4 années de très faible marché, du fait du Covid et autres. 20, 21, 22 et encore 23. Même si 23, on a repris des couleurs. On a perdu beaucoup de voitures. Là. On a perdu 2 millions de voitures en 3 ans, en 4 ans. Et vous allez voir que si on ne remet pas un peu de véhicules neufs, bah on va avoir, comme me l'avait dit un de vous quand on en avait discuté il y a de ça quelques mois, tout doucement une cubanisation du parc français. Et la raison pour laquelle moi je suis modérément optimiste, c'est que, et je relis ça avec ce que je vous montrerai plus tard, enfin très rapidement, sur le marché de la pièce, c'est que nous on s'aperçoit que c'est bien beau d'avoir un parc qui vieillit, et malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Mais dans le parc, si vous voulez, vous avez le marché de la pièce, je disais de mémoire, c'est à peu près un tiers, 30% sur les véhicules qui ont moins de 8 ans. C'est d'ailleurs ceux que commencent à ne plus du tout voir les concessionnaires. Et ça, on ne l'a pas en tête. C'est qu'en fait, votre véhicule, quand vous prenez tous les organes qui sont compliqués à changer et qui sont onéreux, en pièces et en main-d'œuvre, bah, ça commence à arriver à partir de 100 000 km, 120, 130, 150. Et donc, quand vous avez un parc qui vieillit, vous risquez d'avoir sur des véhicules dont la valeur est faible, voire très faible, des montants de dépenses annuelles qui sont très élevés. Quand ils commencent à avoir 150, 160, 200 000. Et plus, parce que dans le parc, je vais vous le montrer, oui, peut-être que je vais le montrer après, et on va jusqu'à, en gros, 280, ça dépend du carburant. Les véhicules les plus vieux, ils ont 300 000 bornes. Quoi. Tout ça en regardant Lucas. Donc, moi, ça concourt à me dire que le marché de la rechange de la pièce, pour les 2 tiers, c'est de la voiture qui a plus de 8 ans. Et si vous regardez à partir de 13, 14, 15 ans, bah, le poids est très important. Et là, l'automobiliste, il est vraiment face à un dilemme. Quoi. Il se dit, bah, qu'est-ce que je fais là? J'ai mon truc à 175 000 km. Tous les ans, j'en ai pour 1 500 €, parce que dès que je mets 2 roues dans un garage, ça dépend. Alors, j'essaye de trouver des gars qui me font le boulot pour pas trop cher, mais je suis minimum à 90 €. Hein. Et dans les concessions, je vous rappelle que la concession Peugeot à Boulogne-Billancourt, elle est à 150 €, bon, par exemple. C'est une Peugeot, hein, je n'ai pas Jaguar ou Audi. Donc, en fait, il y a un effet de balancier qui opère. C'est que certaines pièces qui ne sont pas indispensables, vous ne les remplacez plus, type la climatisation, parce que ça coûte un bras, et que sur une voiture qui a 200 000 km et 15, 16, 17 ans, bah, vous n'avez pas changé votre clim. Et donc, on ne change plus que ce qui est vraiment le strict nécessaire, mais même le strict nécessaire, c'est cher. Si vous prenez toutes les pièces qui commencent à céder et qui peuvent avoir des problèmes, c'est forcément cher. Hein, de tout ce qui est train, alternateur, démarreur, etc., c'est onéreux. Et donc, moi, je soutiens qu'au bout d'un moment, le consommateur, certes, il va chercher du véhicule d'occasion, alors ces derniers temps, on en avait moins, mais il aura de nouveau une appétence au véhicule neuf, indépendamment du fait qu'il en a marre de rouler dans sa bagnole qui
qui a 15 ou 17 ans, qui devrait y en avoir une un peu plus récente, il peut très bien prendre un véhicule d'une gamme un peu moins élevée et il peut très bien prendre un véhicule qui est moins, moins équipé, typiquement ce que fait Dacia, mais pas que, et ça explique une grosse partie du succès de Dacia. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus ou moins des alternatives. La location, c'en est une. Hein. On a sauvé beaucoup de ventes en vous mettant le fameux système, mais la location, quand vous regardez bien et que vous prenez tous les paramètres en compte, c'est quand même assez onéreux finalement. Donc moi je dis, on va avoir un retour peut-être du consommateur traditionnel qui achète sa voiture pour lui, qui n'est pas forcément LOA, etc., etc. Donc je pense à un marché qui va quand même être au-dessus des 1,8, je vous le dis. Et ça a de l'importance parce que si vous regardez mes 4 hypothèses, entre la merveilleuse, qui est l'hypothèse 4, et la moins bonne, eh ben, j'ai 2,8 millions de voitures en plus ou en moins, hein, entre 23 et 30, quoi, qui arriveraient dans le parc. Hein, donc, c'est pas neutre. Sur les VUL, c'est un marché très stable. J'ai mis un peu plus vers la fin, mais l'échelle, c'est 20 000 voitures en plus. C'est rien, c'est en gros, c'est 400 000 voitures, le VUL en France, en permanence depuis 30 ans. Alors, là, pour que vous compreniez les résultats que je vais vous donner, il faut que vous ayez ça en tête. Moi, je pars du principe, parce qu'on a regardé toutes les données de parc, que le parc, et ça, c'est un élément de base que je mets dans mon raisonnement, j'aurai 40,5 millions de VP en France en 2030 et j'aurai 6,6 millions de VUL. Je ne veux pas trop vous tenir, je passe là-dessus. Vous avez l'évolution du parc en bleu, en rouge ma prévision. Vous voyez que la prévision, en gros, le parc, il augmente de 200 000, 250 000 de plus en permanence par an en France. Et notamment quand le marché du neuf n'est pas là, ce qui explique le vieillissement du parc. C'est-à-dire que ceux qui pensent que parce qu'on achète moins de véhicules neufs, le parc baisse, il y en a qui m'ont fait ces hypothèses. Complètement faux. À rebours de tous les usages et de tout ce qui se passe en France depuis 120 ans. Et qui continue de se passer. Parce que l'usage de la voiture, il est en croissance en France. Donc en fait, quand il y a moins de véhicules neufs, vous maintenez dans le parc des véhicules qui seraient sortis et vous allez contre les objectifs de CO2 dont on a parlé précédemment. Ça, je disais ça à des écologistes qui ne comprennent pas le truc. Certains, il y a eu moins de voitures cette année vendues, c'est génial, la bagnole, elle est en perte et tout. Je dis, non, t'as pas compris. S'il y a moins de voitures neuves vendues, c'est mauvais pour l'écologie, parce que les voitures qui aujourd'hui sont à la norme 6D, elles sont beaucoup mieux que celles qu'on maintient dans le parc, qui ont des normes complètement désuètes. Donc ça veut dire qu'on a un marché qui va être à 47,2 millions de VL en France en 2030. Un parc. Alors, je vous passe, et ça je vous le donne, il faudra que vous le regardiez à tête reposée, globalement, en fonction des différentes évolutions, en fonction des différentes hypothèses. C'est un peu dur à lire là, mais je vais vous le donner très, très, très rapidement. En fonction qu'on imagine que le marché du neuf, il sera de 1,8 million tout le temps, ou qu'il sera de 1,9, ou de 2, ou qu'il va monter. Qu'on ait 30, 45 ou 60% de véhicules électriques en 2030, on va avoir un parc qui ne sera pas du tout le même. Et là, je vous ai mis une projection du parc, alors non pas année par année, parce que ça aurait été imprésentable, et moi j'en ai besoin pour mes données, pour mes calculs, mais je vous ai mis simplement l'année 2030. Et en gros, en 2030, on aura, avec les hypothèses que je vous ai données, entre 20,6 millions de véhicules essence dans le parc, VP, et 23,987, c'est-à-dire 24. Vous avez là tous les scénarios qui vont du plus petit au plus grand. Par exemple, 22,7, je prends celui que je vois, là c'est le scénario où on a 1,8 million de voitures et 30% seulement de véhicules électriques en 2030 parmi les voitures neuves. Vous voyez? Donc en fonction de ces hypothèses d'évolution du parc, des ventes, des immatriculations, et en fonction de la part de l'électrique dans ces immatriculations, avec les lois qu'on a trouvées sur la mortalité par classe d'âge, etc., je vous fais grâce de ça parce que c'est un truc infernal, on fait des projections qui sont celles-là. Vous voyez? Et en bas, je vous ai mis, donc ça peut faire plus ou moins 3,3 millions de voitures en fonction des scénarios. Dans le parc, essence. Mais si vous vendez des pièces, vous vendez des bougies, moi je dis aujourd'hui que vous aurez encore au moins minimum 20 millions de bagnoles à qui il faudra changer des bougies en 2030. Et si les choses se passent mal ou qu'elles sont plus lentes que ce qu'on a prévu pour l'arrivée de l'électrique, on pourrait peut-être en avoir encore 24. Alors la vérité sera peut-être sûrement entre les deux. En bas, je vous ai mis pour comparer, aujourd'hui on a 17,6 millions de voitures VP. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, on aura un parc VP en 2030 qui sera de toute façon supérieur aux 17,6 qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est quand même un truc intéressant. Du fait du vieillissement du parc.
Je vous donne la même chose pour le diesel. Le diesel, vu qu'il part de 10, il arrive à 3% des IMAT. Son évolution, elle concerne uniquement les mortalités du véhicule diesel. Donc là, elle est très simple. En gros, en 2030, si on a un marché qui croît, l'hypothèse H4, qui est celle où je vous mets un marché qui est très fort. Hein. Je vous rappelle, vous regardez la tête reposée, on est à 8, on monte à 1,9, 2, 2,1, 2,3, 2,4, on finit à 2,4. Là, c'est le plus agressif pour le diesel parce que ça veut dire qu'on a un marché qui est très fort dans les IMAT et la part des diesels s'effondre. Donc, le stock de voitures diesel dans le parc, eh ben, en 2030, il ne serait plus que de 13,3 millions de voitures. En revanche, si vous avez des IMAT qui sont tankés, qui sont plafonnés 1,8, le côté dépressif du marché, donc marché très faible comme il est aujourd'hui, même si la part des véhicules dedans, de diesel est faible, parce qu'elle finit à 3%, on aura un parc de diesel qui sera à 15,3 millions. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je dois avoir 40 millions de voitures en 2030. Et les véhicules qui ne sont pas remplacés, ça veut dire qu'on maintient dans le parc les vieux véhicules qu'on aurait virés si on avait acheté de la voiture neuve. Si on avait acheté du neuf, c'est-à-dire qu'il y a plus d'occasions, les occasions récentes, vous connaissez la musique mieux que moi. Donc, ça veut dire que dans ces différentes hypothèses, le parc de véhicules diesel, moi, je le vois encore entre 13,3 et 15,3 quand on fait les calculs avec les éléments que je vous ai donnés. Alors aujourd'hui, vous voyez, le parc du diesel, il est à 20,6. Donc là, oui, et pour moi, ça va être très important, hein, parce que pour toutes les pièces, dans mes prévisions de marché de la pièce de rechange, nous, on travaille par motorisation. Donc, on n'a pas les mêmes pièces en différentes des motorisations. Donc là, clairement, les pièces spécifiques aux véhicules diesel, là, va y avoir une baisse de régime. C'est sûr. Ceux qui sont sur des filtres spécifiques pour le diesel, enfin bref, je ne sais pas en tête, là, mais il y a quelques produits qu'on retrouve que sur des moteurs diesel. Là, c'est sûr que le parc, il va baisser. Et enfin, l'évolution du parc de véhicules électriques. Alors, le parc de véhicules électriques, en gros, il sera compris entre 2,9 millions en 2030. Donc, c'est toujours pareil, la photo est en 2030, et 5,5 millions pour les VP. Pourquoi 2,9? 2,9, c'est le cas le pire pour l'électrique, c'est-à-dire on a un marché qui est bas, 1,8, qui reste à 1,8, et on finit à 30% de BEV en IMAT. Donc, on doit dire, c'est les cas que je vous ai donnés où ça n'avance pas beaucoup. On a du BEV, mais il y en a vraiment peu. Donc là, on n'est qu'à 2,9 millions de voitures. En revanche, l'autre cas de figure, c'est on a un marché très fort, hypothèse 4, donc on finit à 2,4 millions en 2030 de voitures neuves. On en fait plus de 100 000 tous les ans. Et en plus, on arrive à atteindre notre score merveilleux de 60% de BEV en IMAT en 2030. Vous voyez? Alors là, c'est merveilleux. Là, on en a 5,5 millions. Donc, il y a quand même une amplitude qui n'est pas neutre entre l'hypothèse la plus forte et la moins forte de 2,6 millions de voitures. Photo, parc, 2030. Hein. J'ai la même chose en 2027, 28, 29, mais évidemment, je ne peux pas vous présenter ça parce que ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais si vous le voulez, je l'ai. Et surtout, la réunion, il faudrait qu'elle dure 4 heures. Mais l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de vous dire, voilà. Tu me permets une question. Ouais. Où est-ce que tu as mis les hybrides? Les hybrides, ils sont soit dans l'essence, soit dans le diesel. En l'occurrence, dans l'essence. Pour moi, c'est de l'essence. Dans l'essence, je suis. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que dans le cadre toujours de mon objectif, qui est de calculer mon marché de la pièce, les voitures hybrides, elles ont le même élément d'entretien. Enfin, les mêmes consignes d'entretien. Je vous présenterai le reste de la deuxième partie. Elle est très intéressante, je pense. Alors, je termine là-dessus pour vous dire, en 2023, les VP, c'est 11,5 ans d'âge moyen. Ouais, voyez. Petit rappel, Lucas, je dis ça de mémoire, on devait avoir en 90, l'âge moyen, c'était 6,9 ans, un truc comme ça, en France. Oui, c'était beaucoup moins. Ouais, bref, on a quasiment doublé, quoi. Ah, c'est sûr. Oui. Ouais, voilà. Bon, je vous le redonnerai si vous voulez, pour vous dire que ça augmente. Les VUL, c'est 11,1 ans. Et dans mes 4 hypothèses, alors si je suis dans une hypothèse très favorable, le H4, là où j'ai beaucoup de neufs, je maintiendrai, mais pas mieux, un âge moyen de 11,7 pour les VP. En revanche, l'hypothèse H3, où je suis quand même à 2 millions, un 9, celle H2, etc. Et la pire, où je suis à 8, là, j'aurai un parc qui va frôler les 13 ans d'âge en 2030. Tu vois?
Ça, c'est quand même incroyable. Quelle que soit la part des électriques, parce que j'ai plus ou moins d'électriques, c'est une chose, mais pour ce qui est des véhicules dans le parc, on aura quelque chose qui... Donc, on ne va pas, quoi qu'il arrive, même avec des immatriculations très fortes, on ne va pas vers une baisse de l'âge moyen. Ça, c'est clair et net. Hein. On va même plutôt vers un accroissement de l'âge moyen, y compris d'ailleurs du VUL. Bon, ça, je ne sais pas si je vous le donne, parce qu'on va passer très vite, on a fini, donc je n'aurai pas... Ça, c'est pour vous regarderez, c'est en fait les critères, les fameux critères. Critère 1, critère E plus 1. Alors, à droite, je vous ai mis un petit machin, là, un petit graphique, c'est pas un graphique qu'on voit en couleur, parce que ça, il faut l'avoir en tête. C'est comment votre voiture a un critère, tel ou tel critère. Vous voyez, quand vous avez une voiture récente, vous êtes critère 1 entre 2022 et 2011. En gros, Euro 5, vous êtes critère 1, norme Euro 5. Vu qu'en France, on ne fait jamais rien comme les autres, on n'a pas voulu donner le critère 1 à un diesel Euro 5, évidemment, mais pas même Euro 6. Seul en Europe à faire ça. En Allemagne, vous avez la vignette 4, qui est donc la plus verte, des Euro 5, y compris pour les véhicules diesel. Donc en France, c'est un patchwork, évidemment, on a fait un truc infernal, et qui cause beaucoup de problèmes, parce que comme je vous l'ai montré, en fait, le parc, il est encore très fortement dieselisé, et à partir du moment où le parc est extrêmement dieselisé, ben, on aura toujours des critères 2, hein, et un nombre de critères 2 conséquent. Ce qui veut dire que moi, entre les critères E, plus ou moins, dans l'hypothèse la plus favorable, c'est on a un marché très fort et beaucoup d'électriques. On aurait 25 millions de critères E ou 1, donc électrique ou 1 en 2030. L'hypothèse la moins favorable, ce serait un marché très faible, et même avec beaucoup d'électriques, parce qu'on garde toutes nos voitures diesel. On en aurait 22,7 millions. Il n'y a pas une amplitude énorme, mais elle est là. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire qu'en fonction des 4 hypothèses, là, j'aurai toujours au minimum 37% qui sera critère 2 et plus. Vous voyez? Alors, la mairie de Paris qui avait placardé sur les murs, là, comme quoi on devait être critère 2 interdit dans la zone parisienne, là où il y a 57 communes, dès maintenant, là, dès le 1er janvier 24, c'est quand même fascinant. Ça vous donne, on avait fait une étude d'ailleurs très fine là-dessus avec Lucas sur la région parisienne, qu'on avait présentée dans un club auto. C'est fascinant, parce que là, le parc, on le connaît parfaitement. Même en faisant des prévisions sur un coin de table, vous vous dites que vous ne pouvez pas interdire. Aujourd'hui, en France, là, on a les 2/3, c'est des voitures, c'est encore des critères 2 du fait de la part du diesel. Et que c'est pour ça que vous n'avez aucune ZFE qui se met en place, avec aucun élément coercitif, parce que quand vous voyez la part... Alors, c'est la raison pour laquelle on a fait un petit calcul avec Lucas. On s'est amusé à se dire, en fait, l'idée m'est venue parce que quand j'étais à une réunion avec, comment elle s'appelle, Barbara Pompili, ouais. Elle-même aujourd'hui, elle se rend bien compte que c'est complètement irréalisable les ZFE, quoi, avec les critères qu'on a pris. Donc, de deux choses une, soit ils remettent le critère, ils donnent le critère 1 au diesel comme en Allemagne, mais ça passe pas, hein, évidemment, parce que là, on touche à l'idéologie. Et l'idéologie, c'est le dernier truc que vous pouvez modifier chez quelqu'un. Donc, ils réfléchissent à créer un truc intermédiaire. Alors, je ne sais pas comment ça s'appellerait, une espèce de 1 prime où on passerait, alors soit en 1, soit on crée un critère entre les deux, les véhicules diesel immatriculés après septembre 2015, qui sont donc Euro 6. Parce que là, il y aurait une grande logique. Si vous regardez aujourd'hui les 6 ou 7 polluants qui sortent du moteur là, pour les homologations essence diesel, on a les mêmes chiffres, exactement les mêmes. Il y a juste le diesel qui a, je ne sais plus quel est, c'est le NOx, il est à 70 pour 50, je crois, pour les essences, mais il n'y a plus aucune différence. Donc, quand vous regardez ça, objectivement, voilà. Donc, mais même dans ce cas-là, il y aura encore à peu près 30% du parc qui serait encore, qui ne serait pas critère 1 prime ou quelque chose, quoi. Vous voyez, c'est énorme. Donc, moi, je vois toujours un parc thermique entre 36 et 37 millions de voitures en 2030, en faisant des hypothèses. Je vous laisse regarder ça. Le parc, l'évolution des VUL, le parc VUL, même avec la belle montée des ventes de véhicules électriques, il sera encore à 80% diesel en 2030, le parc, vous voyez. Et j'ai pris des hypothèses assez favorables. Hein. Donc voilà, c'est la dernière slide. Je suis un tout petit peu en retard, mais celle-là, elle synthétise ce que je viens de vous dire. Vous avez une photo du parc VL cette fois. Globalement, en 2022, on a 17,6 missions de VP essence
260 000 VUL essence. Ça fait un parc essence de 17,9 millions. Diesel, on a 20,6 millions de VP, 5,9 millions de VUL, 26,5 millions de VL diesel. Le BEV, on est à 600 000 voitures. Alors bon, on avait pris les données, c'était les données au 1er janvier. 1er janvier, alors, il y a peut-être 300 000 en plus. Maintenant. Et on a, accrochez-vous, aujourd'hui, 73% du parc qui est critère 2 et plus. Fascinant. Hein. Le truc qu'on devait interdire maintenant. Bon, eh ben, les hypothèses que je vous ai données fait que voilà, en 2030, j'ai mes 47 millions de voitures. Et donc, hypothèse haute, hypothèse basse. La synthèse, c'est qu'en hypothèse basse, je vois encore 21 millions de véhicules essence ou entre 21 et 24, 24,3. Donc là, c'est du VL, hein, c'est du parc. Parc diesel entre 18,5 et 26. Et le parc essence, parce que là, il faut mettre les VP et les VUL, entre 4 et 6,5 millions de voitures. Vous ferez la somme des éléments que je vous ai donnés avant, vous tombez là-dessus. Voilà ce que je voulais vous donner. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va remettre à jour au moins tous les ans, parce que ça évolue tout le temps, hein, évidemment. Mais ce que je voulais déjà vous dire, c'est que même dans une vision où on est en ligne avec les orientations très contraignantes de la Commission et très volontaristes, le parc, il va encore, pendant de longues années, être très majoritairement thermique. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres. Mais quand vous aurez le document, si vous voulez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à m'appeler, à me demander. Mais vous verrez que quand vous avez les chiffres et que vous les lisez tranquillement, c'est très simple. Et on déduira le marché de la change. Alors, on va programmer une réunion où je présenterai la deuxième partie de l'étude. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait des hypothèses de parc comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme marché de la rechange? Qu'est-ce qu'on peut anticiper en pièces et avec un détail par pièce, par famille de pièces et par pièce. Et là aussi, c'est assez intéressant. Et voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Ouais, merci Merci.